accueillir la présentation du professeur Johan Galut, qui est chef de service du service de neurochirurgie à Sainte-Anne, qui va nous parler de la chirurgie éveillée en conditions éveillées, la chirurgie cérébrale en conditions éveillées, une pratique historique, redevenue technique de référence au XXe siècle, et on est un très bon expert. Merci encore pour cette invitation. Mon propos va être celui du chirurgien qui doit pratiquer une chirurgie de résection intracérébrale face à une tumeur cérébrale. Les tumeurs cérébrales les plus fréquentes sont des gliomes cérébraux, qui sont des tumeurs infiltrantes. Et le chirurgien est face à un antagonisme. D'un autre côté, retirer le plus possible de la lésion pour améliorer le pronostic vital du patient, mais de l'autre côté, l'épargne fonctionnelle, et ce sont deux objectifs a priori antinomiques. Et pour essayer de les résoudre, le chirurgien va avoir deux outils. Le premier, c'est celui de la neuronavigation IRM. On se sert de l'imagerie pour se guider. Le deuxième va être la cartographie fonctionnelle péropératoire. Mais l'utilisation de l'imagerie avec la neuronavigation IRM, qui est une technique de routine, doit se faire avec la connaissance de deux constats. Le premier constat, c'est l'image de l'iceberg, c'est que l'IRM ne reflète pas l'extension spatiale réelle des tumeurs. Il y a toute une composante d'infiltration tumorale qui est bien au-delà de ce que voit l'IRM. Et que deuxièmement, l'IRM n'est pas capable de montrer où se placent les différentes fonctions cérébrales avec une précision suffisante. Donc, pour arriver à une résection optimale de tumeur, on ne peut pas se limiter à l'IRM pour guider la résection. Il faut aller au-delà. Et au-delà, s'il n'y a plus de limites visibles, eh bien, il faut en trouver. Et ces limites que l'on va trouver vont être celles de la fonction cérébrale. Et c'est là que la cartographie fonctionnelle des différentes fonctions cérébrales au cours de l'intervention est nécessaire pour mener à bien cet objectif. Les cartographies fonctionnelles péropératoires, ce n'est pas nouveau. La première stimulation directe chez l'homme date de 1874. Et les premières applications thérapeutiques, on les doit à Victor Horsley à Londres, qui est la fin du 19e siècle, appliquaient des stimulations électriques directes pour se repérer à la surface corticale, pour repérer les patients. Ces techniques sont devenues routinières dans la première partie du XXe siècle, et les travaux de Wilder-Penfield à Montréal avec l'application en chirurgie de l'épilepsie a permis d'accumuler un nombre considérable de données qui ont permis de définir nos connaissances anatomo-fonctionnelles du cortex cérébral avec les célèbres homonculi de Penfield. Et ces techniques se sont améliorées pour la pratique et la commodité et l'efficacité des stimulations électriques, et c'est dans le début des années 90 que cette technique de cartographie fonctionnelle péropératoire a été appliquée à la chirurgie des gliomes cérébraux, avec, au-delà de l'étude corticale, l'application à l'étude sous-corticale, à savoir les faisceaux de substances blanches de la motricité primaire, on le doit à Michel Berger, et dans les années 2000, grâce à l'école française sous l'essor de Hugues Dufaux, des cartographies plus extensives des fonctions, notamment langagières, et des autres fonctions neurocognitives. Cette cartographie fonctionnelle péropératoire, c'est une technique qui répond à un cahier des charges bien précis. Le premier cahier des charges, c'est d'avoir une technique simple, reproductible, robuste, et c'est la stimulation électrique directe que vous voyez à la surface du cerveau, qui doit être inoffensive, c'est-à-dire que le courant qu'on applique, bien évidemment, ne fera aucun dégât irréversible, et l'objectif est de perturber transitoirement la partie de cerveau que l'on stimule, le cortex en surface, la substance blanche en profondeur, avec un petit volume stimulé, puisque le courant diffuse sur quelques millimètres, et on va donc perturber cette partie du cerveau que l'on stimule. Et soyons clairs, si lorsqu'on perturbe cette fonction de cerveau, le patient qui est en train de faire exercer une tâche peut continuer à faire cette tâche, ça veut dire que la partie du cerveau stimulée n'est pas indispensable dans la réalisation de cette tâche. Et à l'inverse, lorsque le patient n'est plus capable de faire cette tâche, cette partie du cerveau stimulée est impliquée dans cette tâche. Donc, on ne montre pas la partie du cerveau responsable de la fonction Y, c'est une théorie localisationniste qui n'existe plus, c'est qu'en stimulant, on met la main ou le pied dans un vaste réseau anatomo-fonctionnel cortico-sous-cortical qui sous-tend une fonction. Et grâce à ça, on peut faire une cartographie, par exemple, de la motricité primaire. Lorsqu'on stimule le cortex moteur primaire, on va provoquer des mouvements involontaires chez le patient alors qu'il ne soit pas censé bouger. On peut également cartographier les réseaux prémoteurs qui sont en avant de la motricité primaire, où la stimulation de ces réseaux promoteurs va bloquer un mouvement volontaire, comme on le voit ici. Le patient n'est plus capable de le faire et ça repart. On peut cartographier également des fonctions sensorielles et pour ce faire, on réveille le patient parce que c'est lui qui sera le meilleur renseignant sur ce qui lui arrive. Index.
Index. Bravo. Quelque chose? Tous les doigts là. Tous les doigts. Non, sauf le pouce. Tous les doigts sauf le pouce. Voilà, effectivement, on se taisait pour écouter le patient et qui peut nous renseigner très précisément sur ce qu'il ressent pour achever une cartographie sensorielle. Dans ce cas, on peut cartographier les fonctions langagières avec des tests langagés que je vous montrerai plus tard. Et dans cet exemple-là, vous avez un large gliome fronto-insulaire gauche. La résection est incomplète. On voit qu'il reste quelque chose dans cette insula sur l'IRM post-opératoire, mais on sait qu'on a fait le maximum en termes de résection parce que nos limites profondes, que vous voyez marquées avec des petites étiquettes, correspondent à la projection des voies anatomiques de la motricité primaire en gauche et des faisceaux langagiers avec la boucle phonologique dorsale en orange, la boucle sémantique ventrale en bleu. On peut cartographier également des fonctions de plus haut rang, comme la cognition non verbale ou les émotions, avec ici à droite un test d'appariement sémantique. On demande au patient quel est le lien entre la pyramide d'Égypte, est-ce le sapin ou est-ce le palmier? La réponse, bien sûr, c'est le palmier, et on sensibilise les tests avec une double tâche. On peut également reconnaître les émotions, ce qui n'est pas toujours facile, d'être capable de prédire une intention sur le visage ou le regard d'une personne. En pratique, un cas concret, comment ça se passe? Vous voyez cet exemple d'une femme de 40 ans sans antécédent qui vit a priori normalement, qui fait une crise d'épilepsie inaugurale, et on découvre ce probable gliome diffus qui touche le gyrus frontal supérieur, gyrus singulaire, jusqu'au corps calleux. Le bilan neurocognitif montre quand même, alors qu'elle ne s'en plaint pas, qu'elle a des troubles engagés, des troubles attentionnels, des troubles exécutifs, une altération de la mémoire au travail. Donc cette lésion, avant la révélation par des crises d'épilepsie, était symptomatique. On va proposer une chirurgie de résection la plus complète possible. Et quelles sont les limites de résection qu'on va définir, puisqu'on sait qu'il y a des cellules tumorales au-delà de ce qu'on voit? Eh bien, on va les définir en accord, en préopératoire, avec la patiente, puisque cette lésion va contre les réseaux prémoteurs et se place en avant de la motricité primaire. Va-t-on préserver les réseaux prémoteurs ou les réséquer? Si je les préserve, je n'induis pas de troubles de la coordination bimanuelle, mais par contre, j'augmente le risque de récidive puisque je retire moins. Donc, c'est une discussion qu'on a eue avec elle. Elle a choisi la résection maximale, donc la résection des réseaux prémoteurs, les troubles de la coordination bimanuelle qui iront avec. Et les limites latérales, c'est simple, vont être les réseaux langagiers, et les limites profondes, là également, c'est assez simple, ça va être le corps calleux et le ventricule latéral. Donc, la chirurgie va débuter par une cartographie initiale. La surface corticale va être cartographiée. On mettra en évidence par des étiquettes les régions qui reproduiront à la répétition des erreurs reproductibles. On va étalonner l'intensité de nos stimulations avec un test, par exemple, de comptage. 2, 3. Arrête. Avec j'ai de la répétition. Donc voilà, on peut vraiment cartographier les fonctions. Je vous prends un autre exemple ici. La stimulation du cortex moteur va provoquer des mouvements involontaires aux membres supérieurs. Et une fois que cette cartographie est achevée, on voit que le cerveau à sa surface est relativement peu éloquent finalement, parce qu'il y a plein de zones compensables. On va s'attaquer au gliome qui est en avant du 6 finalement, et en dedans de cette veine-là. Et la résection, on va la mener après cette cartographie, sous le contrôle d'une double tâche motrice et langagière. Et pendant ce temps, la chirurgie est faite à Sainte-Anne à 4 mains, avec un chirurgien qui retire le gliome, pendant ce temps qu'un chirurgien lui montre la fonction en sous-cortical, parce que pendant toute la résection, bien évidemment, il faut tester les fonctions, puisque c'est en profondeur que tous les enjeux sont là. Il reste un petit bout de lésion et tous les faisceaux sont à ce niveau-là. Et on va, dans ce cas, choisir une limite latérale d'abord, non pas une limite postérieure en premier, parce qu'en arrière, on va couper les réseaux prémoteurs, bloquer le patient en induisant un syndrome de l'air motrice supplémentaire. Donc, il faut le faire à la fin pour avoir une réserve de travail en conditions éveillées. Donc, notre limite latérale va être de trouver les réseaux langagiers. Ça, c'est la lésion telle qu'on la voit en préopératoire à l'échographie. Donc, ça débute par une dissection anatomique entre les sillons, et en profondeur de tout cela, on va essayer de trouver le faisceau longitudinal supérieur, en l'occurrence les faisceaux du langage qui passent par là, en induisant des perturbations. D'accord. Le mouvement est lancé.
Donc, stimulation a empêché la patiente de parler alors même qu'elle était toujours capable de faire ce mouvement moteur. Une fois qu'on a fait notre tranchée latérale, telle qu'on la voit à l'échographie, on va à l'étape suivante, c'est de faire la résection postérieure. Et là, ça va être l'identification des réseaux moteurs primaires. Au fur et à mesure que le chirurgien va creuser pour faire sa tranchée postérieure, l'autre collègue va stimuler à l'avance pour vérifier qu'on ne tombe pas sur les réseaux moteurs primaires et surtout les trouver pour se servir de limites postérieures. Et c'est ce qu'on va faire ici en profondeur. On va arriver, mais ça ne veut pas se déclencher, à provoquer des mouvements volontaires. Et en fin de chirurgie, c'est assez simple. La profondeur, c'est l'identification de structures anatomiques reproductives comme le ventricule latéral, le corps calleux et la faue du cerveau. Et en fin de procédure, on a mené une résection sur les limites fonctionnelles. Latéralement, normalement, nous avons nos réseaux langagiers. Ouais. Donc, on a des erreurs phonémiques signant le passage des réseaux langagiers et en arrière, on a des réponses motrices et entre les deux, des réponses anatomiques. Donc, on a pu mener une résection selon des limites fonctionnelles. On ne pouvait pas aller au-delà sans aggraver la patiente. Et à la fin, c'est juste l'échographie, on est à 1 an post-opératoire. Cette patiente avait un gliome sans signe de malignité. Elle a été surveillée avec bien sûr une rééducation neurocognitive et de kinésithérapie. Elle a pu reprendre le travail. Elle ne fait pas de crise d'épilepsie. Elle poursuit une réhabilitation cognitive d'entretien 1 fois par 15 jours et son bilan neurocognitif n'est pas aggravé par rapport à l'état neurocognitif préopératoire. Donc ça, à partir d'un cas concret, c'est joli, mais est-ce qu'il est démontré le bénéfice clinique de la chirurgie sous le contrôle d'une cartographie fonctionnelle dans les gliomes diffus? La réponse est oui. Il est démontré que l'emploi de cette technique permet d'étendre les indications chirurgicales et d'opérer des patients qui étaient jugés jusque-là inopérables parce que c'était dans des zones trop dangereuses, jugées inaccessibles, ou dans des zones inopérables parce que porteuses d'une fonction immuable. Et on voit qu'ici, on a pu retirer le lobe temporal gauche qui est censé contenir l'air que l'on appelait auparavant de Wernicke. Ici, une résection qui passe au travers de l'air qu'on appelait auparavant de Broca. On peut retirer un lobe insulaire. Et on peut également retirer très largement un lobe frontal et le corps calleux parce que la lésion qui était là a chassé la fonction avant que le chirurgien y aille. Donc, on peut étendre les indications et rendre service à plus de patients. On peut également opérer aujourd'hui des gliomes malins qui étaient jusqu'à présent des contre-indications à ces techniques éveillées. Et on sait que l'emploi de cette cartographie fonctionnelle préopératoire en conditions éveillées permet de réduire le risque de déficit permanent et d'augmenter le taux de résection, donc d'améliorer, ça s'appelle la balance onco-fonctionnelle, j'enlève plus et j'altère. Également, ça permet de proposer la chirurgie dite supramarginale, puisqu'on sait que au-delà de l'imagerie, il y a des cellules tumorales. Enlever le plus possible au-delà des anomalies radiologiques, c'est ce qu'on appelle la résection supramaximale ou supratotale, permet d'améliorer le pronostic des patients et c'est permis grâce à l'identification de limites fonctionnelles telles qu'on vient de le montrer. Et enfin, puisqu'on retire mieux la tumeur, on enlève plus, on améliore la survie des patients. Mais non seulement on améliore la survie des patients, mais on va concourir à maintenir leur qualité de vie parce que la tumeur ne repousse pas, mais parce qu'on n'altère pas l'état neurocognitif des patients, parce qu'on a amélioré le contrôle des crises d'épilepsie, et puisque le patient a une tumeur qui ne repousse pas, qu'il a un bon état clinique, qu'il n'a pas de crise d'épilepsie, il peut reprendre le travail. Et donc tout ça, c'est permis grâce à ces procédures. Et en conclusion, finalement, les cartographies fonctionnelles préopératoires en conditions éveillées, comme on l'a vu, ça permet d'améliorer cette balance onco-fonctionnelle, retirer plus, moins abîmé. Et c'est ce qui doit guider aujourd'hui le chirurgien intracérébral. Il sait que les pronostics de son patient ont été liés à l'étendue de la résection. Il faudra donc retirer le plus possible. Mais on sait qu'il y a une nécessité de préservation fonctionnelle et que les gliomes vont au-delà des anomalies radiologiques. Donc, il faut se guider par des limites fonctionnelles qui justifient cette cartographie. Et enfin, on sait que les gliomes repoussent, mais qu'il y a des phénomènes de neuroplasticité qui autorisent de
réintervenir régulièrement chez ces patients. Et finalement, au XXIe siècle, le chirurgien des tumeurs cérébrales a compris que le localisationnisme neuroanatomique n'est plus de mise et qu'on va bénéficier de la réorganisation anatomo-fonctionnelle des réseaux cérébraux grâce au développement tumoral pour pouvoir pratiquer cette résection à la carte selon des limites anatomo-fonctionnelles, ce qui fait que le chirurgien de ces tumeurs, c'est bien un chirurgien qui applique une chirurgie fonctionnelle, il s'intéresse au cerveau, porteur d'une tumeur. Et il doit avoir donc des compétences conjointes en neurochirurgie, en neurosciences et en neuro-oncologie. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est évidemment très spectaculaire et c'est extraordinaire de voir appliquer, comme vous l'avez magnifiquement démontré, une technique qui a été explorée à la fin du 19e siècle. C'est extraordinaire. Jacques Beaulieu, vous voudrais poser une question. Le micro, s'il vous plaît. Merci pour cette très belle présentation qui est impressionnante quand on voit les zones d'exérèse. Vous avez réussi à élargir les exérèses et élargir en somme la marge de sécurité par rapport à la lésion. Je ne peux pas oublier que Hugues Dufaux, lorsque je présidais cette association en 2012, était venu nous présenter cette technique qui était très impressionnante. Alors vous avez un taux de récidive, je suppose, qui est, comme vous l'avez dit, moindre depuis qu'on pratique cette chirurgie élargie sur des critères fonctionnels. C'est chiffré, ça, clairement, par rapport à l'exérèse traditionnelle? La réponse est oui, c'est chiffré. Alors, on n'a pas un taux moindre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que malheureusement, les gliomes diffus récidivent toujours. Donc, la récidive à terme, c'est 100%. Par contre, ces techniques, parce qu'on retire plus, on retarde la récidive. Donc, on améliore la survie, objectivement, sans récidive, et on retarde aussi la transformation en plus haut grade de malignité quand la tumeur ne l'était pas. Ce qui fait qu'on augmente la durée de vie avec une qualité de vie préservée, et on augmente la durée de vie, entre guillemets, tout court. Et ça, effectivement, c'est parfaitement démontré. Et je vous citerai une étude faite par des collègues norvégiens qui ont, si je puis dire, randomisé sur des questions géographiques, une technique de chirurgie maximale et large d'emblée contre une technique de biopsie et surveillance, et la survie est bien meilleure dans la pratique la plus volontariste. Et on n'a pas… Alors, une question. Oui. Dans ces cas-là, on fait quand même le traitement adjuvant? Eh bien, non, dans un certain nombre de cas, parce qu'on a opéré très largement, on peut attendre. Et dans certains cas, je propose, en dehors de tous les standards, quand j'ai fait une résection complète, voire supratotale selon les données de l'imagerie, un gliome authentiquement malin, d'attendre et de ne pas faire de radiothérapie, chimiothérapie, alors que c'est le standard, et ça permet d'épargner ces traitements dont on aura nécessairement besoin plus tard. Vous avez mis tout le monde d'accord. Une question connexe, on va dire. Quelles sont les contraintes anesthésiologiques pour ce type d'intervention? Comment ça se passe de l'autre côté du champ? Je parle sous le contrôle de mes collègues anesthésistes, mais je dirais qu'elle est simplement psychologique et mentale. Quand l'anesthésiste a compris que ce n'est pas plus compliqué, ça se passe très bien. Et dans l'équipe de Sainte-Anne, 100% des anesthésistes, 100% des IAD, quel que soit le binôme anesthésie-IAD, peuvent pratiquer cette chirurgie. Et on a étudié, on n'a pas de complications anesthésiques qui sont les pneumopathies, les réveils compliqués. Ça se passe bien à partir du moment où l'anesthésiste a confiance et lorsqu'il met en œuvre ce qui doit être fait, le bon positionnement, l'anesthésie évoque, et on le fait nous au masque laryngé à l'induction, le masque laryngé à la fin de procédure, ça se passe sans craniotomie, il y a un masque laryngé. Exactement, parce qu'en fait, on sur table. c'est une chirurgie endormie sous anesthésie générale pour ouvrir au masque laryngé, éveillée pour la cartographie, et à nouveau endormie sous anesthésie générale au masque laryngé pour terminer. Merci beaucoup. Merci.